Classé premier pays en Afrique francophone et 5e dans toute l'Afrique en matière de liberté de la presse, le Burkina Faso, en bon élève, célèbre le 3 mars la journée mondiale de la liberté de la presse, marquée par le Centre national de presse Norbert Zongo. Plusieurs activités sont au menu de cette célébration, vous le verrez dans un court instant. Et puis, les assises nationales de l'éducation prévues pour se tenir en septembre prochain mobilisent toujours au département de Stanislas Ouaro. Après les anciens ministres et les partenaires sociaux, ce week-end, promoteurs privés de l'enseignement et partenaires techniques et financiers étaient en conclave avec leurs ministres. Il est question de susciter la participation de tous pour de meilleures réflexions au profit du système burkinabé. Et enfin, au Tchad, la transition militaire a son gouvernement, un exécutif de 40 membres nommé ce dimanche 2 mai par la junte au pouvoir depuis la mort du président Idriss Déby Itno. Voilà pour le sommaire. Une nouvelle semaine commence et c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez tous les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Aujourd'hui, 3 mai, marque la journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée pour magnifier le 4e pouvoir, souvent cible de diverses attaques. C'est surtout un moment de soutien au monde des médias. Célébrée cette année sous le thème « L'information comme un bien public », elle est marquée au plan national par le Centre national de presse Norbert Zongo qui célèbre l'événement sous le thème « La viabilité des entreprises de presse au Burkina Faso ». Une cérémonie marquée par des panels, le lancement du concours de la meilleure journaliste et la présentation du rapport de Reporters sans frontières, un rapport qui classe justement le Burkina Faso comme premier pays en Afrique francophone et 5e dans toute l'Afrique en matière de liberté de la presse. On en sait plus sur le thème national avec Inouza Ouedraogo, président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo, que je vous propose d'entendre. Vous savez que la plupart de nos entreprises traversent des situations difficiles liées notamment à la situation économique globale du pays, mais également à la maladie du coronavirus. Et ces dernières années, donc, il y a pas mal d'entreprises qui ont dû mettre la clé sous le paillasson et nous espérons qu'à travers les réflexions qui seront menées, des solutions ou des débuts de solutions commenceront à germer pour que nous ayons des entreprises de presse prospères, parce que c'est une façon aussi de dire que tant que les entreprises de presse vivront des situations économiques difficiles, la liberté de la presse se sentira menacée, les journalistes vivront des conditions de vie extrêmement difficiles et la qualité de l'information donc s'en trouvera touchée. Et l'un dans l'autre, nous voulons aussi inviter les responsables de ce pays à faire en sorte que la situation des médias les préoccupe davantage, parce que si les médias disparaissent, c'est la démocratie qui disparaîtra et nous nous demanderons ce que sera notre monde et notre pays s'il n'y a pas de médias. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines sessions d'information. En attendant, les journalistes burkinabés réunis à la faveur de la journée de la presse, les acteurs du système éducatif, eux, s'apprêtent pour une réunion réussie en septembre prochain. Il s'agit des 2e assises nationales sur l'éducation qui mobilisent déjà au département du professeur Stanislas Ouaro. Ce week-end, promoteurs privés de l'enseignement et partenaires techniques et financiers se sont réunis autour justement du ministre pour mieux s'imprégner du rôle qui sera le leur pour la bonne tenue de ces assises. Luc Parbelgama, précision. Autour du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, des partenaires pour discuter du meilleur système éducatif pour le Burkina Faso. Les promoteurs privés d'enseignement sont représentés et le même sujet au menu des échanges, les assises nationales sur l'éducation. Donc ce sont les fêtières de l'enseignement privé. Donc c'est le Secrétariat national de l'enseignement catholique, la Fédération des églises et missions évangéliques, la Fédération des associations islamiques du Burkina et l'Union nationale des établissements privés laïcs. Et donc nous nous sommes retrouvés autour de la question des assises nationales sur l'éducation nationale pour qu'ils soient informés de la démarche et recueillir d'eux aussi des suggestions, des orientations éventuelles, des observations et des critiques afin que nous ayons la même compréhension et que nous puissions aller à ces assises-là
de façon sereine. Ce sont ces promoteurs privés de l'enseignement qui absorbent une grande partie des effectifs scolaires au Burkina Faso. De ce fait, ils sont des acteurs dont la participation est attendue. Et je crois que la démarche est une très bonne démarche. Ça va nous permettre de nous asseoir et aller de l'avant en matière d'éducation. Parce que comme tout le monde le sait, lorsqu'on parle d'éducation, on parle de la vie de la nation. Une nation qui ne prend pas en considération son éducation est une nation qui va être appelée à mourir. Et je crois que c'est une très bonne démarche. Au cours de cette rencontre, 1 minute de silence a été observée pour l'élève Cécile Kinda, qui a perdu la vie la veille à Kongoussi lors de manifestations d'élèves. Dans la soirée, c'était le tour des partenaires techniques et financiers de recevoir également des informations relatives à l'organisation de ces assises. C'est des partenaires qui connaissent bien le milieu éducatif, qui connaissent nos préoccupations, et nous avons souhaité donc les rencontrer aujourd'hui pour leur présenter la démarche que nous avons adoptée pour l'organisation des assises nationales sur l'éducation nationale et surtout souhaiter leur participation active donc dans ces assises-là, de façon à ce que, à l'issue donc de ces assises, la mise en œuvre puisse être facilitée aussi bien par leur accompagnement. Le système éducatif en cours au Burkina Faso, ou celui qui pourrait sortir des assises nationales, aura besoin de financement que l'État seul ne peut générer. J'apprécie beaucoup cette démarche. J'apprécie beaucoup la franche collaboration, ouverture et participation du ministre avec les PTF. Donc, nous venons de prendre connaissance de ce processus, de cette démarche. Nous allons pouvoir l'analyser, se consulter et apporter des commentaires, des avis pour accompagner le ministère dans cette démarche. Des assises participatives regroupant tous les acteurs, c'est l'objectif recherché par le ministère en charge de l'Éducation nationale qui poursuit ces rencontres. Au ministère en charge de la culture, l'on est plutôt préoccupé par la relance du secteur touristique en souffrance ces dernières années du fait de la double crise sécuritaire et sanitaire. Le responsable du département opte pour un développement du tourisme local. Au premier conseil d'administration de ce secteur ministériel tenu à Dédougou, il était donc question pour les participants de trouver des stratégies à même d'attirer l'attention des Burkinabés sur leur propre site touristique. Tout cela pour assurer une victoire du tourisme sur les différentes crises. Les précisions de Benjamin Kwame. Il y avait déjà la crise sécuritaire qui gangrénait le secteur touristique au Burkina Faso depuis 2016. Cela ajouté à la pandémie de la Covid-19 qui sévit depuis plus d'1 an, avec pour conséquence la fermeture des frontières. Il faut dire que le secteur touristique est au bord de l'agonie. Il était ainsi difficile de plus en plus de compter sur les touristes étrangers. Le ministère de la Culture veut alors viser sur le tourisme interne pour relancer la filière. En clair, il s'agit d'inciter les Burkinabés à découvrir et à visiter leur propre patrimoine touristique et culturel reparti sur tout le territoire national. Pour y parvenir, il faut définir des stratégies attrayantes. C'est ce qui réunit ici à Dédougou les cadres du département en charge de la culture et du tourisme, avec à leur tête la ministre Élise Ilboudo-Tiambiano. Il s'agit pour nous de voir les différentes pistes au niveau donc, des ministères, au niveau également de l'enseignement, également au niveau des privés, des ambassades, ce que l'on peut développer donc, pour mettre sur la table, pour permettre au développement donc, interne du tourisme. Il faut également voir au niveau des ménages et permettre que l'hôtellerie soit à la disposition donc, de ces ménages-là à des prix raisonnables pour promouvoir en tout cas ce tourisme interne-là. Parce que nous savons bien qu'avec la Covid-19 et également avec le problème de sécurité, le tourisme est devenu un problème parce que nous n'avons plus le flux qu'on recevait ici. Et étant donné même qu'à l'intérieur, le tourisme n'était pas développé, il faut que nous penchions surtout sur le tourisme interne pour pouvoir donc pallier à ce problème qui se pose aujourd'hui. Dans la dynamique de relancer le tourisme local, la ministre Élise Tiambiano veut poursuivre le chantier entamé par son prédécesseur, Abdoul Karim Sango. En août 2020, le département en charge du tourisme avait signé un partenariat avec l'Association professionnelle des hôteliers et restaurateurs du Burkina. Une convention qui avait permis de réduire de 25% le tarif des hôtels sur la période des vacances.
Le gouvernement, pour sa part, avait concédé une baisse de 18 à 10% de la TVA pour encourager la fréquentation des hôtels et restaurants, tout en s'engageant à prendre en compte 70% des charges salariales des entreprises touristiques impactées par la COVID-19. L'exécutif veut également travailler en synergie avec les acteurs de la chaîne du tourisme en vue de redynamiser ce secteur porteur qui avait permis au pays de mobiliser près de 56 milliards de francs CFA de recettes en 2019. Durant ces 2 jours de travaux, ces cadres du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme devront donc élaborer des stratégies adaptées à même de relancer le tourisme interne. D'autres défis auxquels font face le pays, ce sont notamment ceux de l'industrialisation, du développement économique et du mode de consommation, déjà à un point où il faut prendre la gestion des déchets générés à bras le corps si l'on veut préserver l'environnement. Pour y arriver, la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et de transformation du Burkina, qui veut vulgariser le code de conduite volontaire de consommation et de production durable, a organisé un atelier d'échange avec les acteurs concernés. Benjamin Kouami nous en dit plus. Un atelier sur le code de conduite volontaire de consommation et de production durable au Burkina Faso. Ici, il est question de mener entre autres des réflexions individuelles et collectives sur le dynamisme des industries et entreprises de production agroalimentaire. Des industries qui ont émergé ces dernières années et contribuent à la lutte contre le chômage et la pauvreté des populations. La Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et de transformation entend ainsi, à travers cette rencontre d'échange, attirer l'attention des décideurs et des populations sur la nécessité de préserver l'environnement malgré les actions bénéfiques de ces industries. Afin de permettre à nos entreprises de jouer pleinement leur rôle dans l'amélioration de la qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments, la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire du Burkina a élaboré dans le cadre du projet Moins de déchets, plus d'opportunités, l'économie verte au service des micro, petites et moyennes entreprises de Ouagadougou, un code de conduite volontaire sur toutes les bonnes pratiques de consommation et de production durable. Élaboré par les professionnels de l'agroalimentaire, le gouvernement et la municipalité de Ouagadougou visent à faire la promotion du dit code auprès des entreprises afin de les amener à une meilleure réalisation des déchets issus de leur activité. Et pour les accompagner dans cette mission, 39 millions de francs CFA ont été mobilisés pour 30 entreprises. Le projet a donc tout son sens auprès de la mairie de Ouagadougou. Je rappelle que la ville de Ouagadougou génère autour de 600 000 tonnes d'ordures ménagères dans les années 2000 actuellement. Qui sont ces producteurs-là? C'est vous et moi, ce sont les ménages, ce sont les industries agroalimentaires qui génèrent ces déchets et qui ne sont pas forcément bien traités. Nous sommes aujourd'hui présents à cet atelier pour demander à ces industries agroalimentaires de se l'approprier en essayant d'appliquer son contenu dans toute la chaîne de la mise en œuvre de leurs activités. Ce code de conduite volontaire de consommation et de production durable, la séance tenante a été approuvée par les entreprises présentes. La Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire ambitionne étendre son champ d'action dans les 13 régions du Burkina Faso. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a ici à Ouagadougou une association qui regroupe les natifs du mois d'avril. Une organisation qui n'est pas née pour contenter. Elle a fait parler son cœur ce week-end à travers les rois et les reines qui ont volé au secours des déplacés internes installés sur le site de Pazani et des pensionnaires de l'hôtel maternel de la Patte d'Oie. Ils sont allés leur offrir des vivres et des vêtements, nous dit Archimède Boy. L'Association des natifs du mois d'avril rend visite ce 1er mai aux pensionnaires de l'hôtel maternel de la Patte d'Oie à Ouagadougou. Elle vient s'imprégner des réalités des orphelins et des agents de ce centre étatique. Les rois et les reines d'avril apportent un don composé de vivres et de vêtements. Un geste bien accueilli par les responsables de l'orphelinat.
Ma grand-mère, de son vivant, quand elle est contente, elle aimait dire que si on ouvrait son ventre, c'est le lait qu'on allait voir jaillir. Donc si on pouvait ouvrir mon cœur ce matin pour voir la joie qui m'anime, vraiment, c'est une joie immense. Parce que c'est des choses dont nous avons besoin. Je ne peux même pas parler. On est aux anges. Puis, le cap est mis sur le site des déplacés internes de Pazani. Ici, les natifs du mois d'avril manifestent leur soutien à ces populations qui ont fui leur village du fait des attaques terroristes. Vraiment, nous sommes vraiment fiers de recevoir ces dons-là pour cette association qui a pensé de venir nous rendre visite aujourd'hui. Vraiment, ça nous fait beaucoup de plaisir sur ce site-là. Ça comble un grand souci pour ces personnes-là. Nous allons juste rappeler que c'est une affaire de tout le monde, cette histoire de déplacer, puisque c'est une question de sécurité qui les a amenés pour la majeure partie ici. Ce n'est pas une affaire du gouvernement ou ce n'est pas une affaire du président Kabore, c'est une affaire de Burkinabé simplement. Donc c'est dans ce sens que nous, en tant que natifs du mois d'avril, on s'est regroupés pour venir faire ce don-là. L'association des natifs du mois d'avril compte environ 400 membres. Elle est née suite à l'appel de Alain Traoré d'Alino Faso, lancé sur les réseaux sociaux. Il invitait en janvier dernier les natifs des différents mois à se regrouper pour poser des actions de charité en faveur des personnes vulnérables. Immersion à présent dans l'univers des couples. Si votre couple bat de l'aile ou a juste besoin d'être renforcé pour éviter d'éventuelles ruptures, vous devriez parcourir cet ouvrage de Maxime Woba. Pour un meilleur équilibre dans les couples afin d'éviter les divorces, l'écrivain vient de mettre sur le marché du livre son ouvrage intitulé « Entreprise et famille ». Entreprise et famille qui se penche sur des astuces pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale a été présenté à la presse ce week-end. Sandrine Zougouri nous emmène à la découverte de l'œuvre. Comment concilier vie professionnelle et vie familiale en tant que femme? Une question qui a retenu l'attention de Maxime Woba, un écrivain. Alors, il essaie de trouver l'équilibre afin de permettre aux femmes de faire la part des choses. Après 6 bonnes années de travail, il met enfin son savoir au profit de la population à travers son œuvre « Entreprise et famille ». Un ouvrage pour contribuer à l'éveil des consciences et permettre aussi aux couples d'optimiser leurs efforts. L'objectif, c'est vraiment interpeller les hommes à accompagner leurs épouses dans leur ambition professionnelle et interpeller aussi les épouses à freiner souvent dans la course à l'occidentalisation de nos familles. Parce que c'est vrai que la femme doit travailler et contribuer, mais contribuer ne doit pas être l'objectif premier lorsqu'une femme entreprend ou elle travaille. Ce projet date de 2015. Il date de 2015 lorsque j'ai commencé. C'était d'abord un module de formation. On a tenté, on a organisé des événements, des séminaires. Ça n'a pas vraiment donné jusqu'à ce que le déclic se produise de produire un livre sur le sujet afin d'aller trouver les femmes là où elles sont. L'œuvre est faite de grands témoignages sur comment trouver l'équilibre en tant que femme. Un livre articulé sur les fondements de l'entrepreneuriat. Donc comment faire pour réussir? Comment faire pour se développer économiquement, que ce soit le travail au bureau, que ce soit le travail entrepreneurial? Comment faire pour réussir cette vie-là? C'est de ça que nous parlons. Et personnellement, j'ai donné mon expérience. J'ai dit mon expérience qui a été traduite dans les livres et puis à travers du vécu, que ce soit de moi et que ce soit d'autres personnes. En tout cas, on invite les participants et tout le public à s'approprier le livre. En tout cas, ça va permettre à chacun de nous de s'enrichir mutuellement et de pouvoir fertiliser nos différents couples. Donc, on invite vraiment les couples à communiquer. C'est très important. La thématique est d'actualité, elle touche et interpelle. La synergie entre la vie professionnelle et la vie familiale. Donc, dans ce livre, nous voyons ce tatou, cette synergie entre l'entrepreneuriat, la femme et la cellule de base qu'est la famille. Pour réussir, lorsque nous parlons du développement du Burkina Faso, nous pensons au développement économique et social, le développement de la famille. L'ouvrage de Maxime Woba est une contribution immense à l'équilibre et à l'apaisement des rapports dans la vie de couple, dans un contexte où les chiffres sur le divorce inquiètent au Burkina Faso. En 2020,
Une enquête révèle qu'environ 1400 cas de divorce ont été enregistrés dans le pays. Parlons de danse à présent avec la journée internationale de la danse célébrée chaque 29 avril. Pour l'édition 2021, les professionnels des arts de la scène burkinabé ont tenu à marquer d'une pierre blanche cette journée à travers notamment des séances d'entraînement au CDC La Termitière de Ouagadougou. On voit tout cela avec Abdouaziz Sari. Tout commence par des gestes, un instinct ancré en chaque personne. La danse, une forme d'art vivant, un mode d'expression éphémère constitué de séquences de mouvements de corps, souvent accompagnés par la musique. Les mouvements sont à des scènes, intentionnellement rythmiques et façonnés culturellement. Un rite ou encore un divertissement, la danse exprime des idées et des émotions ou raconte une histoire. Ce 29 avril marque la Journée internationale de la danse. Et partout dans le monde, les initiatives ont fleuri, comme ici au CDC La Termitière, où les acteurs des arts de la scène se partagent des expériences. Et cette année, nous sommes à la 39e édition de la célébration de la Journée internationale de la danse. Et pour porter la chose encore plus grande, encore plus énorme et tout et grandissime, l'association Bomen a décidé de partager en tout cas ses expériences, ses envies et toutes ces valeurs-là en tant que des acteurs de la danse. Et c'est en partenariat avec des institutions de danse comme Ankata, le CDC et La Termitière et d'autres associations comme Kalongo Art Solidarité et tous les acteurs de la danse au Burkina et de la diaspora aussi. Le but de la Journée internationale de la danse est de célébrer la danse, de révéler l'universalité de cette forme d'art, de traverser toutes les barrières politiques, culturelles, ethniques et de regrouper les gens avec un langage commun. C'est une forme de reconnaissance, c'est une façon pour nous de dire qu'on est présent et qu'on fait des choses assez réfléchies, on fait des choses pour la société, on s'inspire de tous ces aspects-là, tout ce qui peut être politique, social, et c'est important pour nous d'aller vers nos publics, d'aller vers les gens pour les amener à savoir et à comprendre ce que c'est que l'art de la danse, l'art de la création. C'est en 1982 que le Comité international de la danse de l'Institut international du théâtre a fondé la Journée internationale de la danse. Le 29 avril, date de la commémoration de cette journée, marque également l'anniversaire de la naissance de Jean-Georges Novet, créateur du ballet moderne. Actualité internationale pour finir et direction le Tchad où la junte militaire au pouvoir a son nouveau gouvernement. Publié ce dimanche, l'on retiendra que c'est une équipe forte de 40 membres qui doit mener le Tchad au scrutin démocratique dans les 18 prochains mois. Voyons la composition de ce tout nouveau gouvernement avec nos confrères d'Africa News. Le Tchad a son premier gouvernement post-Idriss Déby. La nouvelle équipe a été publiée dimanche. Si la plupart des ministères régaliens sont revenus au MPS, le parti du défunt président, le nouvel exécutif comprend néanmoins 2 membres issus de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau de Saleh Kebzabo, l'opposant ayant fait allégeance dimanche au Conseil militaire de transition. Autre opposant à Idriss Déby, Mahamat Hamad Khalhabo, du Parti pour les libertés et le développement, nommé ministre de la Justice. Fait nouveau, la création d'un ministère de la réconciliation et du dialogue. Achek Ibn Oumar, ancien chef rebelle, devenu en 2019 conseiller diplomatique de Déby, nommé à ce poste, devra s'atteler à concrétiser la promesse faite par le nouvel homme fort du Tchad d'organiser un dialogue afin de tenter de réconcilier le pays divisé par l'arrivée des militaires au pouvoir. Mais le défi majeur du gouvernement Pahimi Padaké demeure l'organisation des élections libres et démocratiques dans un délai de 18 mois.
Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci d'avoir suivi ce journal-là qui s'achève. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle et fructueuse semaine. Bonsoir.